HTA, un OAP ou une péricardite urémique, des troubles neurologiques en rapport avec l'hyponatrémie et l'hypocalcémie, tremblement, à savoir tremblement, crampes, désorientation, convulsions, un œdème cérébral ou une encéphalopathie urémique en cas d'urémie majeure. Donc, pour les perturbations électrolytiques, on peut avoir une hyponatrémie ou une hyperkaliémie et une acidose ou bien une acidose métabolique. Et devant les signes de gravité, il faut faire une CAT en urgence. Il faut prendre donc une voie veineuse périphérique. Donc, l'idéal, c'est deux voies veineuses périphériques de bon calibre. Donc, le monitoring afin de surveiller donc les constantes chaque heure. Donc, évaluer la conscience, la diurèse et un ionogramme doit être répété. Donc, une aspiration, ventilation, oxygénothérapie afin de maintenir une saturation supérieure à 95%. Lever un état de choc, traitement des complications. Donc, ça va être abordé dans le chapitre de traitement, une surveillance en unité de soins intensifs et une épuration extra-rénale si le traitement symptomatique, s'il y a un échec donc, du traitement symptomatique. Donc, pour le diagnostic différentiel devant l'oligurie ou l'anurie, donc le diagnostic différentiel est l'insuffisance rénale chronique. Donc, dans ce cas, on aura des antécédents de néphropathie connue, une présence d'anémie normochrome normocytaire, un trouble donc du bilan phosphocalcique et une échographie et à l'échographie rénale, on aura une atrophie rénale. Donc, pour le diagnostic étiologique, donc, tout d'abord, on doit faire une enquête étiologique. À l'interrogatoire, on doit rechercher la notion d'un diagnostic anténatal, une symptomatologie urinaire, des antécédents de dysurie, d'infection urinaire, de lithiase ou de perte liquidienne, la notion de prise médicamenteuse d'exposition aux toxiques ou de phytothérapie, la notion de baignade en eau stagnante, des signes extra-rénaux, une pathologie auto-immune, les antécédents de lésions cutanées, d'arthralgie, d'œdème ou de traumatisme et les antécédents de maladies rénales familiales. Donc, l'examen clinique doit être minutieux. On doit évaluer l'état hémodynamique, la prise de la tension artérielle, du poids, de la taille, l'évaluation de l'état d'hydratation et les bandelettes urinaires doivent être systématiques. Il faut rechercher une pâleur, un ictère des œdèmes des membres inférieurs, un rash cutané ou donc toute autre lésion cutanée. Donc, et puis, continuer par un examen somatique complet, appareil par appareil. Donc, pour le bilan paraclinique, en première intention, on va demander l'urée, la créatiniogramme, un bilan phosphocalcique et une échographie rénale. Et le bilan de deuxième intention sera orienté sera en fonction de l'orientation. Donc, on pourra demander l'acide urique, les compléments sériques, le frottis sanguin, les réticulocytes, les auto-anticorps, une recherche infectieuse, sérologie hépatite et VIH, biopsie rénale est indiquée lorsque aucune étiologie n'a pu être identifiée. Donc, pour les étiologies, on a préféré donc de les diviser en trois grands groupes selon donc le niveau d'atteinte. Donc, dans le cadre d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ou pré-rénale, déjà l'insuffisance rénale pré-rénale est la forme la plus commune. Les causes sont soit une hypovolémie vraie dans le cadre d'une gastro-entérée, d'une déshydratation extradigestive, un jumeau transfuseur chez le nouveau-né, un sepsis sévère, une acidocétose diabétique ou un excès de diurétique, une hypovolémie relative, une brûlure étendue ou lors d'une prise médicamenteuse. Donc, pour les causes donc, de l'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse, on a divisé ça donc, selon l'atteinte. Est-ce que c'est une atteinte vasculaire, glomérulonéphrite, néphrite tubulo-interstitielle aiguë ou les tubulonéphrite aiguës? Donc, les tubulonéphrite aiguës représentent la première cause d'insuffisance rénale parenchymateuse. Donc, et ils peuvent être soit d'origine ischémique ou hypoxique, soit secondaire soit d'origine toxique, donc exogène ou endogène, soit secondaire à une prise médicamenteuse.
La deuxième entité, ce sont les néphrites tubulo-interstitiels aigus. Ils représentent la troisième cause d'insuffisance rénale aiguë et sont caractérisés par la présence d'infiltrations cellulaires dans l'interstitium rénal. Ils sont souvent responsables d'insuffisance rénale aiguë à diurèse conservée et parfois avec une polyurie secondaire et un trouble de concentration des urines. Donc, l'étude du sédiment urinaire montre une leucocyturie et une protéinurie négative ou faible euh, euh, ou inférieure à 1 gramme par litre. Donc, le diagnostic de certitude repose sur la fonction biopsie rénale qui n'est pas systématique mais qui est indiquée en cas de doute diagnostique et pour guider la thérapeutique. Donc, les causes des néphrite tubulo-interstitiels aigus sont soit d'origine médicamenteuse, ils sont dominés par les anti-inflammatoires et les antibiotiques, une infection bactérienne, virale, parasitaire euh, ou mycosique, des maladies inflammatoires, sarcoïdose, donc néphrite tubulo-interstitiel aigu avec une uvéite ou un lupus, dans le cadre d'une liste tumorale ou d'origine idiopathique. Donc, pour les glomérulonéphrite, on a les glomérulonéphrite post-infectieuses et les glomérulonéphrite non infectieuses. Donc, pour les glomérulonéphrite post-infectieuses, l'insuffisance rénale aiguë est associée à une rétention hydrosodée, une hématurie et à une HTA, parfois menaçante, observée chez le grand enfant avec la notion d'une infection ORL ou cutanée 15 jours à 3 semaines auparavant. À la biologie, les compléments sériques seront bas. Donc, pour les glomérulonéphrite rapidement progressives, donc, c'est un tableau de GNA avec une aggravation du tableau clinique et une augmentation rapide de la créatinine plasmatique en quelques jours. Donc, le diagnostic est confirmé par la PBR. Donc, il va montrer une prolifération endo- et extracapillaire avec des croissants touchant plus de 50% des glomérules. Donc, pour les néphropathies AIGA, ils sont caractérisés par un dépôt de complexe humain d'IGA sur les glomérules, observé à tout âge avec un pic chez les adolescents, avec à la clinique une hématurie ou un tableau simulant un syndrome néphritique, et le diagnostic sera posé par la PBR. Donc, comme autre cause, ce sont les glomérulonéphrite membranoprolifératives et les glomérulonéphrite lupiques. Donc, comme quatrième cause, donc, les atteintes vasculaires, dans le cadre d'un CHU post-diarrhée, nécrose corticale, une thrombose des veines ou des artères rénales ou une nécrose papillaire. Nous avons pris comme exemple vu la fréquence, donc le syndrome hémolytique urémique typique ou atypique. Donc, pour le CHU typique, c'est la première cause d'insuffisance rénale aiguë chez le nourrisson. Elle est secondaire à une diarrhée à Escherichia coli producteur de vérotoxine ou de chigatoxine. Cliniquement, on va retrouver une gastro-entérite avec des selles glérosanglantes. À la biologie, donc, on aura une anémie hémolytique, des schizocytes, une thrombopénie, une insuffisance rénale aiguë anurique dans au moins la moitié des cas. À la PPR, on aura des glomérules donc en bulbe. Pour le CHU atypique, donc il représente à peine 10% des CHU de l'enfant et se distingue des précédents par l'absence de diarrhée, par le début souvent progressif avec une protéinurie, par la fréquence des rechutes et par le mauvais pronostic rénal habituel. Donc, ils peuvent survenir à tout âge, y compris chez les nouveau-nés. Donc, nous avons pris le cas particulier du nouveau-né. Où l'insuffisance rénale aiguë parenchymateuse peut être due soit à une asphyxie périnatale, à une thrombose des veines rénales, une cardiopathie congénitale ou une prise de médicaments au cours de la grossesse. Donc, pour l'asphyxie périnatale, donc par nécrose tubulaire aiguë ou par nécrose corticale dans les formes plus sévères, donc on aura un tableau d'hématurie, d'oligurie ou anurie avec complications notamment neurologiques. À l'échodoppler, donc, il va montrer une vascularisation faible ou absente dans le parenchyme. Donc, pour les thromboses des veines rénales, donc, source d'insuffisance rénale aiguë lorsque l'atteinte est bilatérale ou sur rein unique. Donc, ils sont favorisés par les souffrances fœtales aiguës, une déshydratation sévère pose d'un cathé veineux ombilical. À la clinique, on aura une hématurie macroscopique avec un ou deux gros reins palpables. Et le diagnostic sera posé par l'échodoppler rénal.
Donc, la prise de certains médicaments au cours de la grossesse, les anti-inflammatoires non stéroïdiens principalement